Je veux dire qu'il n'y a vraiment rien à deviner. Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à commettre des erreurs de cette nature. Tout ce que nous faisons, c'est constater que l'Ukraine a perdu cette guerre. Aucun armement ne changera ce résultat. L'effondrement du front de Donetsk est bien réel. Il se produit. Les Russes avancent. Ne me croyez pas sur parole. Écoutez, je crois, le commandant de la 54e ou 57e brigade de l'armée ukrainienne qui déclare « Nous perdons 7 miles par jour, nous nous retirons chaque jour, nous reculons, nous n'avons plus rien sur quoi nous appuyer, nous n'avons plus d'infanterie, plus d'artillerie, plus de chars, il ne nous reste plus rien. En conséquence, ils battent en retraite et le saillant de Koursk s'effondre. » Bonjour à tous et à toutes. Les récents développements à la frontière russo-ukrainienne ont pris une tournure sérieuse, laissant présager une intensification du conflit et une implication accrue des acteurs étrangers. Le 28 octobre, comme l'a rapporté M. Scott Ritter, les forces russes ont réussi à neutraliser un groupe de combattants étrangers qui tentaient de franchir la frontière russe dans la région de Bryansk. Cette opération a révélé l'implication directe de combattants d'élite du 75e régiment de Rangers des États-Unis, connu pour ses missions de combat spécialisées. Cette unité, qui représente un élément crucial de la stratégie militaire américaine, est chargée de missions rapides et à haut risque dans le monde entier. Leur présence dans ce conflit, bien qu'officieuse, signale une dangereuse escalade, rapprochant le conflit d'une confrontation directe entre la Russie et les forces de l'OTAN. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les récentes évolutions sur le terrain, où des rapports alarmants révèlent des implications inattendues des forces étrangères. Que se passe-t-il vraiment à la frontière russo-ukrainienne ? Quelles sont les répercussions de la présence de combattants d'élite dans ce conflit? Nous examinerons ensuite les défis logistiques qui menacent l'Ukraine, malgré un afflux d'armements occidentaux. Comment l'Ukraine peut-elle faire face à ces obstacles croissants? Enfin, nous aborderons les enjeux géopolitiques qui se profilent à l'horizon, notamment à l'approche des élections américaines. Quels sont les risques pour le soutien international de l'Ukraine? Restez avec nous pour découvrir comment ces facteurs complexes façonnent l'évolution du conflit et ce qu'il signifie pour l'avenir de la région. L'implication des forces étrangères. Les Rangers, connus pour leur efficacité opérationnelle, sont formés aux missions de sabotage, de reconnaissance et d'action directe derrière les lignes ennemies. Le déploiement d'une force aussi sophistiquée le long de la frontière de Bryansk laisse entrevoir des ambitions allant au-delà de la simple mise à l'épreuve des défenses russes. Il s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à épuiser les ressources militaires russes en ouvrant plusieurs fronts. L'incident reflète un changement dans la dynamique de la guerre, où des unités d'élite occidentales sont désormais engagées dans des missions secrètes, susceptibles d'être démenties. Cette évolution soulève des questions essentielles. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un élément d'une stratégie plus large de l'OTAN visant à intensifier les tensions sur le territoire russe? Comment cela affecte-t-il le paysage géopolitique et quel signal envoie-t-il à Moscou? Cette situation mérite une attention particulière, car la Russie continue de répondre de manière décisive aux incursions le long de ses frontières, tandis que l'Ukraine, soutenue par ses alliés occidentaux, prend des mesures de plus en plus désespérées pour faire évoluer le conflit. Mais comment cette audacieuse incursion a-t-elle vu le jour et que signifie-t-elle dans le contexte plus large de la guerre? Penchons-nous un peu plus sur la question. Analyse de l'incursion à Bryansk. Selon le Service fédéral de sécurité russe, FSB, la tentative d'intrusion du 28 octobre à Bryansk n'était pas une simple escarmouche, mais plutôt une infiltration bien coordonnée. La mission a impliqué une trentaine de combattants bien équipés, dont des membres du 75e régiment de Rangers américains, ainsi que des mercenaires suédois, polonais, vénézuéliens et britanniques. Ce groupe diversifié, dont chacun apporte des compétences spécialisées, souligne l'ampleur de l'implication internationale dans le conflit et reflète l'engagement indirect de l'OTAN. Équipés de dispositifs de communication avancés et d'armes fabriquées à l'étranger, ces agents étaient prêts à mener des opérations soutenues au-delà de la frontière. Cependant, les capacités de renseignement de la Russie ont permis d'intercepter la mission avant qu'elle n'atteigne ses objectifs. Les rapports du FSB indiquent que les infiltrés cherchaient à pénétrer clandestinement dans Bryansk, en utilisant la forêt dense et le terrain accidenté comme couverture. Leurs objectifs probables étaient
le sabotage ou la reconnaissance visant à perturber les défenses russes et à créer des vulnérabilités le long de la frontière. Le choix de Bryansk comme point d'entrée suggère également un risque calculé. Sa proximité avec le Bélarus et la région ukrainienne de Sumy en fait un lieu critique pour les opérations transfrontalières. Cette opération illustre l'évolution des tactiques de l'Ukraine et de ses alliés, qui visent à affaiblir les forces russes en les forçant à s'engager sur plusieurs fronts. En répartissant les troupes russes sur plusieurs zones, Kiev espère créer des brèches dans les défenses de Moscou. Toutefois, la neutralisation rapide de l'incursion souligne l'efficacité du contre-espionnage russe et la bonne préparation de la Russie à répondre aux menaces le long de ses frontières. Les mercenaires. Une stratégie en échec. La présence de mercenaires originaires de plusieurs pays ajoute une couche de complexité. Ces combattants, qui opèrent souvent en dehors du cadre militaire traditionnel, jouent un rôle essentiel dans la guerre asymétrique. Leur déploiement dans le cadre de cette mission démontre que l'Ukraine et ses alliés occidentaux s'appuient de plus en plus sur des forces irrégulières, une stratégie destinée à contourner les contraintes militaires conventionnelles tout en intensifiant le conflit sans implication officielle de l'OTAN. Cette initiative audacieuse soulève des questions quant à l'implication croissante d'entités étrangères dans le conflit ukrainien. Le général Alexander Syrski, commandant en chef de l'Ukraine, navigue dans un éventail d'options stratégiques de plus en plus restreint, à mesure que le vent tourne en défaveur des forces ukrainiennes. Au cours des derniers mois, Syrski a envisagé de multiples stratégies pour reprendre l'élan, soit en se concentrant sur Bryansk, soit en lançant des assauts simultanés sur les deux fronts. Ces stratégies n'étaient pas arbitraires. Chacune visait à briser les lignes de défense russes afin de forcer Moscou à réaffecter les ressources d'autres zones critiques. Cependant, lorsque la tension de Kiev s'est transformée en un bourbier prolongé sur le champ de bataille, avec de lourdes pertes et des contre-offensives russes incessantes, l'attention s'est reportée sur Bryansk. Le raisonnement était clair, la situation de Bryansk, près du Bélarus et de la frontière ukrainienne, constitue un point faible potentiel, du moins sur le papier. En poussant sur Bryansk, l'Ukraine espère obtenir un effet de levier, obligeant éventuellement la Russie à réorienter ses forces sur des fronts vitaux comme Donbass ou Zaporizhzhia. Des rapports indiquent que les forces ukrainiennes se sont rassemblées près de la ville septentrionale de Trèves, stratégiquement située près de la frontière russe. Ce rassemblement comprend un mélange d'unités régulières, de mercenaires étrangers et d'équipes tactiques conçues pour des incursions rapides, ce qui suggère que Kiev ne fait pas une simple démonstration de force, mais se prépare à une manœuvre de grande envergure. Préparation d'une manœuvre à fort enjeu visant à modifier la dynamique de la région. Des analystes militaires, dont l'inspecteur Scott Ritter, se sont prononcés sur ce changement stratégique. Selon Ritter, ces manœuvres reflètent le désespoir croissant de l'Ukraine de remporter une victoire symbolique ou tangible, alors que le temps et les ressources s'amenuisent. Le soutien international étant de plus en plus incertain, l'Ukraine se trouve sous pression pour obtenir des succès militaires, non seulement pour s'assurer l'aide de l'Occident, mais aussi pour soutenir le moral des pertes de plus en plus lourdes. Cependant, le défi est redoutable. Les défenses russes, à Bryansk, ont été renforcées à la suite d'incursions précédentes et toute nouvelle tentative de franchir la frontière se heurtera probablement à une réponse rapide et redoutable. Malgré cela, les enjeux sont extraordinairement élevés pour Kiev et le déplacement de l'attention vers Bryansk montre à quel point ses options opérationnelles sont devenues limitées. Avec de telles manœuvres à haut risque, les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Il convient de noter que la dépendance croissante de l'Ukraine à l'égard des mercenaires étrangers est devenue plus évidente. Reconnaissant les limites de ses propres effectifs militaires, l'Ukraine a récemment adopté une loi autorisant les combattants étrangers à servir en tant qu'officiers dans son armée. Cette décision reflète non seulement la nécessité de compléter les forces ukrainiennes qui s'amenuisent, mais elle introduit également un changement tactique en incorporant des mercenaires expérimentés dans la guerre asymétrique moderne. L'analyste militaire, le colonel Viktor Lovkin, interprète cette stratégie comme un moyen d'obscurcir l'étendue réelle de l'implication internationale dans le conflit. Les mercenaires, qui opèrent souvent en dehors des structures militaires conventionnelles,
apportent une expertise et une flexibilité essentielles, ce qui les rend inestimables pour les missions qui exigent un déploiement rapide et précis. Ces combattants possèdent également une expérience substantielle dans le maniement d'armes avancées fournies par l'Occident, tels que les systèmes de missiles Patriot, les lance-roquettes HIMARS et l'insaisissable chasseur F-16. L'inspecteur Scott Ritter a également prévenu que l'intégration d'éléments étrangers complique encore le conflit. Ritter affirme que l'utilisation de mercenaires brouille les lignes de responsabilité, ce qui risque d'entraîner d'autres nations, intentionnellement ou non, dans la mêlée. Le recours à ces combattants indique que Kiev est de plus en plus en sursis, à la fois en termes d'effectifs et d'options stratégiques. Toutefois, cette dépendance risque d'entraîner des risques importants. Les mercenaires n'ont souvent pas la même loyauté et d'engagement à long terme que les troupes régulières, et leurs motivations sont généralement financières plutôt qu'idéologiques. Cela crée une situation instable et volatile, où la cohésion opérationnelle peut être facilement compromise, en particulier sous pression. En outre, la présence de mercenaires de différents pays crée une structure de commandement fragmentée, compliquant la coordination et pouvant conduire à des échecs opérationnels. Toutefois, cette stratégie présente des écueils. Défis logistiques et dépendance étrangère. Malgré l'afflux d'armes occidentales sophistiquées, l'Ukraine est confrontée à des défis majeurs dans l'utilisation efficace de cette aide militaire. Le fonctionnement et la maintenance de systèmes complexes tels que les F-16 exigent plus qu'une poignée de pilotes, mais aussi une infrastructure de soutien bien formée. Chaque avion de combat doit être entretenu par des techniciens maîtrisant l'anglais militaire et familiarisés avec les protocoles militaires américains, ce qui pose un problème important pour l'Ukraine. L'inspecteur Scott Ritter souligne ce goulot d'étranglement logistique, en notant que l'Ukraine ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour faire fonctionner ces systèmes de manière indépendante. Le personnel ukrainien a une expérience limitée de ce type d'équipement, et les tentatives de formation de techniciens locaux ont été entravées par des contraintes de temps et de ressources. Bien que l'Ukraine ait demandé l'aide de l'OTAN, ces demandes ont été refusées, car les pays occidentaux se méfient d'être directement impliqués dans le conflit et de provoquer des représailles russes. En outre, en l'absence d'experts occidentaux sur le terrain, même les équipements les plus avancés peuvent devenir un handicap. Le F-16, par exemple, nécessite un entretien méticuleux et son état de combat diminue rapidement en l'absence de maintenance. Cela entrave la capacité de l'Ukraine à déployer les jets de manière efficace, et l'on ne sait toujours pas quand ou si ces avions seront un facteur sur le champ de bataille. Ritter souligne que ces défis logistiques révèlent une vulnérabilité plus profonde des efforts de guerre de l'Ukraine. Si l'arrivée d'armes occidentales fait les gros titres, la réalité sur le terrain est beaucoup plus compliquée. Sans l'expertise nécessaire à l'entretien et à l'exploitation de ces systèmes, l'Ukraine risque de transformer une technologie de pointe en coûteux fardeau. Cette situation soulève des questions sur la viabilité à long terme de la dépendance de Kiev à l'égard de l'aide étrangère. Ce manque d'expertise met en évidence une vulnérabilité critique dans les efforts de guerre de Kiev. Les enjeux géopolitiques et les élections américaines. À l'approche des élections présidentielles américaines, Kiev se trouve dans une position précaire. L'heure tourne et l'issue de l'élection pourrait modifier radicalement le niveau de soutien que l'Ukraine reçoit de la part de ses alliés occidentaux. Désireux de remporter un succès militaire pour maintenir l'élan et s'assurer une aide financière et militaire, Kiev a intensifié ses efforts pour remporter une victoire significative sur le champ de bataille. Cependant, ses cibles traditionnelles, la Crimée et Zaporijia, restent hors de portée, protégées par les défenses robustes de la Russie et sa guerre électronique de pointe. La Crimée, en particulier, représente un symbole de la domination russe, fortifiée à un niveau sans précédent. Les moyens militaires, y compris des systèmes de missiles solaires et du matériel de brouillage électronique, ont transformé la péninsule en une véritable forteresse. Les tentatives répétées de l'Ukraine de percer ses défenses avec des drones avancés, des USV et des missiles fournis par l'Occident n'ont eu qu'un succès limité. La capacité de la Russie à intercepter et à neutraliser ces attaques souligne à quel point ces bastions sont devenus impénétrables. Pendant ce temps, Zaporijia, avec sa centrale nucléaire essentielle, reste une autre cible de grande valeur. Cependant, toute action significative ici est entachée de danger non seulement pour l'Ukraine,
mais pour l'Europe dans son ensemble. Le spectre d'un incident nucléaire a dissuadé même les soutiens occidentaux de Kiev d'approuver une offensive à grande échelle dans la région. Sans ces victoires stratégiques, l'Ukraine se retrouve de plus en plus dépendante d'opérations plus petites et à risque élevé le long des zones frontalières pour créer un levier, des opérations qui jusqu'à présent n'ont donné que des gestes symboliques. L'inspecteur Scott Ritter souligne que les calculs de Kiev sont influencés non seulement par les réalités du champ de bataille, mais aussi par le paysage politique à Washington. Avec des élections américaines imminentes, Kiev comprend que le temps est compté. Un changement de leadership américain pourrait entraîner une réduction de l'aide militaire ou un tournant vers un règlement négocié, forçant l'Ukraine à agir rapidement pour solidifier sa position avant que les vents géopolitiques ne changent. Le calcul stratégique clé, cependant, s'accompagne de risques significatifs. En ouvrant de nouveaux fronts et en poussant pour des opérations à enjeux élevés avec des ressources en diminution, l'Ukraine risque de trop s'étendre militairement et d'inviter de nouveaux revers. Sombre réalité pour l'Ukraine. De plus, la présence de troupes russes le long de la frontière a augmenté, avec des renforts déployés de manière stratégique pour garantir une capacité de réponse rapide. L'inspecteur Scott Ritter note que ce renforcement sert de moyen de dissuasion contre de nouvelles provocations ukrainiennes, signalant que toute tentative de franchir le territoire russe sera accueillie par une force écrasante. L'ampleur de ces défenses montre clairement que la Russie est préparée à un conflit prolongé, confiante dans sa capacité à résister aux efforts offensifs ukrainiens. Pour l'Ukraine, la réalité est sombre. Les attaques surprises, autrefois un élément clé de sa stratégie, sont désormais presque impossibles à exécuter. Les manœuvres à haut risque sur lesquelles Kiev continue de compter rapportent des résultats diminutifs, chaque échec contribuant à un sentiment croissant de frustration au sein de ses rangs. Pendant ce temps, les forces russes restent enracinées dans une résistance inflexible, regagnant progressivement le territoire perdu lors des phases antérieures du conflit. Cette dynamique laisse l'Ukraine dans une situation précaire, luttant non seulement contre un ancien adversaire redoutable, mais aussi contre le temps. Alors que le soutien occidental commence à s'estomper, les ressources se raréfiant. Kiev doit évaluer le coût de ses offensives continues par rapport à la probabilité de nouveaux revers stratégiques. La question devient non seulement combien de temps l'Ukraine peut-elle soutenir ses efforts, mais si elle peut réaliser un succès significatif avant que ses options ne s'épuisent. Tous ces facteurs dessinent un tableau sombre des stratégies actuelles de l'Ukraine dans le contexte plus large du conflit. Les offensives incessantes de Kiev, renforcées par des mercenaires étrangers et des armes fournies par l'Occident, ont produit des résultats limités à un coût élevé. La stratégie ukrainienne, fondée sur l'espoir de percées rapides et de victoires symboliques, a plutôt engendré d'énormes pertes humaines et des revers stratégiques. La dépendance à l'égard d'un soutien externe, tant en termes de main-d'œuvre que de matériel, expose une faiblesse critique. Sans aide occidentale continue, la capacité de l'Ukraine à maintenir ses efforts de guerre diminue rapidement. L'inspecteur Scott Ritter a souligné que la durabilité de l'approche de Kiev est désormais remise en question sérieusement. Avec la Russie fermement ancrée sur plusieurs fronts et la patience occidentale commençant à s'épuiser, le chemin à suivre pour l'Ukraine semble de plus en plus incertain. Chaque offensive échouée ronge le récit d'une victoire imminente que Kiev a tenté de projeter, rendant plus difficile de justifier les sacrifices continus auprès de sa propre population et de ses soutiens étrangers. Diminution du soutien occidental. Alors que la Russie reste résolue, tirant parti de son avantage défensif et de sa profondeur stratégique, l'élan semble se déplacer de manière décisive en faveur de Moscou. Même si les forces ukrainiennes tentent de se regrouper et de lancer de nouvelles opérations, l'impact cumulatif des pertes répétées devient indéniable. Avec les élections américaines à l'horizon, Kiev fait face à la possibilité réelle que le soutien occidental puisse diminuer, la forçant à se retrouver dans une position où les règlements négociés deviennent le seul chemin viable à suivre. En fin de compte, le conflit est entré dans une phase où les grandes offensives s'avèrent de plus en plus être des gestes futiles plutôt que des changements décisifs. Les réalités du champ de bataille, combinées aux dynamiques géopolitiques changeantes,
suggèrent que les paris de l'Ukraine pourraient ne mener qu'à de nouvelles pertes et à des options en déclin. Reflétant les réflexions de l'inspecteur Scott Ritter, il est évident que sans un changement significatif de stratégie, l'Ukraine risque de se retrouver avec peu de choses de plus que des plans brisés et des ressources épuisées. Ainsi, alors que le conflit s'éternise et que les options se rétrécissent, la question demeure: combien de temps l'Ukraine peut-elle soutenir cette guerre d'attrition? Merci de nous avoir rejoints dans cette analyse. Restez à l'écoute pour une couverture plus approfondie des événements sur le front oriental. Et jusqu'à la prochaine fois.